édition de Lucien Barnier et François Bonneman. Ce soir, Lucien, l'astrologie. L'astrologie avec des gens tout à fait différents. Nous avons avec nous Elisabeth Tessier, qui est bien connue, astralement vôtre, Antenne 2, et André Lacheroy, Annie Lacheroy, qui est astrologue, Jacques Albron, qui est plutôt un historien de l'astrologie, André Breuil, qui est astronome à l'Observatoire de Meudon, docteur de sciences, maître assistant à l'Université de Paris 7. J'ai pointé votre formation pour chacun, il se trouve que vous êtes tous des universitaires. Vous avez tous été ou vous êtes encore des enseignants. C'est assez curieux, bien entendu, avec Régis Dutheil qui est avec vous. Alors voilà, l'astrologie, bon, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est l'historien qui doit tout de suite nous répondre. Eh bien, l'astrologie, c'est une réflexion sur une tradition, sur des textes qui sont transmis de génération en génération, des textes qui ne sont pas clairs, des textes sur lesquels diverses hypothèses sont proposées, et ces diverses hypothèses donnent naissance à diverses astrologies, à diverses techniques d'astrologie. Enfin, est-ce qu'on peut dire quand même que, en dehors de l'exégèse de l'astrologie, est-ce qu'on peut dire que l'astrologie, c'est finalement la détermination du destin de personnes, physiques ou morales, en fonction de sa dépendance, la dépendance de cette personne par rapport aux astres? Est-ce que c'est ça? C'est-à-dire que c'est un des postulats incontestablement de l'astrologie, mais la façon dont on peut interpréter ce postulat est extrêmement problématique, n'est-ce pas? C'est-à-dire le type de relation que l'on peut trouver entre le cosmos et l'homme. N'est-ce pas, il y a la table d'émeraude qui parle de la relation entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, mais cette table d'émeraude, on peut la comprendre de façon extrêmement diverse, et l'historien de l'astrologie peut le constater. Par exemple, une des évolutions qui a traversé l'histoire de l'astrologie, c'est de savoir s'il fallait prendre en considération l'ensemble des étoiles, toutes les constellations, tout ce qui gravitait en quelque sorte dans le ciel, ou bien s'il fallait se concentrer sur le système solaire. Et c'est effectivement cette dernière solution qui a triomphé. Alors, si vous voulez bien, maintenant nous nous adressons aux praticiennes. Alors, Elisabeth Tessier, pour vous, l'astrologie, c'est quoi, en dehors du fait que c'est votre passion? Eh bien, écoutez, à la question que vous venez de poser à mon collègue, je crois que j'aurais répondu différemment. Oui, je n'avais pas très bien saisi son nom. J'aurais répondu différemment parce que j'aurais dit que la détermination du destin est plutôt un corollaire du but premier de l'astrologie, qui est en fait la détermination d'un caractère, d'une caractérologie, et à travers elle, donc, à travers le psychisme, à travers le comportement, enfin, dans une certaine proportion du destin, parce que finalement, c'est en fonction de la manière dont on agit, dont on réagit, que finalement, on vit. Et Annie Lacheroy? Oui, je suis assez d'accord avec Elisabeth Tessier, non pas que je contredis Jacques Albron du tout, mais je pense en effet qu'on agit en fonction de ce qu'on est, et que l'astrologie est une technique pour savoir d'une part qui l'on est, mais il y a aussi quand même, Elisabeth, une chose qui est particulière en astrologie, c'est qu'on peut faire une étude dynamique du thème, c'est-à-dire qu'on peut donner des périodes, des événements qui sont évidemment très importants. Mais à ces événements et à ces périodes, on ne réagit qu'en fonction du tempérament et du caractère qui est au départ lisible dans un thème, comme on peut lire à partir de d'autres choses le tempérament de quelqu'un. Par exemple, aujourd'hui, la graphologie, qui est acceptée par tous, qui est tout simplement le mouvement que fait la main quand elle écrit, traduit la personnalité, de même que la morphologie, c'est-à-dire la constitution et l'apparence de l'individu, peuvent aussi permettre de reconnaître certaines dominantes de son caractère et de son tempérament. C'est une approche de la psyché, quoi. Voilà. Alors, si vous voulez, maintenant, nous demandons à l'astronome qui est avec nous s'il se sent encore en milieu de connaissance ou s'il est inquiet. Oui, je suis assez inquiet et j'aimerais, parler de choses claires. Vous avez entendu un tas de mots dont les définitions, je suis persuadé, ne paraissent pas extrêmement claires pour les auditeurs. Alors d'abord, on a parlé d'astrologie. Qu'est-ce que c'est? Alors si on veut se mettre d'accord sur le mot, je crois qu'on pourrait le définir comme l'influence que pourraient avoir les astres sur la vie humaine. L'influence que pourraient avoir les astres sur la vie humaine, elle est évidente. Il y a un astre grâce auquel nous sommes là, c'est le Soleil. Le Soleil, il y a un rayonnement, qui nous arrive chaque jour, qui nous permet de vivre. Il est la cause de la vie, il est la cause de nos sources d'énergie, du charbon,
Et en plus, il se passe sur le soleil un certain nombre d'orages solaires assez souvent, orages qui perturbent les communications radio, orages qui influent fortement sur la météorologie. Je vous signale que nous avons créé une agence pour utiliser l'énergie solaire. Absolument. Donc je veux dire, l'influence des astres sur la vie humaine est importante, il y a le soleil. Un autre corps a une moindre influence sur la vie humaine, il s'agit de la Lune, qui, par ses marées bien connues, a une certaine influence. Alors maintenant, si on définit l'astrologie, il y a, je veux dire, les vieilles lunes qui durent depuis à peu près 3000 ans, où les gens prétendent prédire l'avenir d'un individu particulier en fonction de sa date de naissance. Ça, vous n'y croyez pas du tout. Alors ça, écoutez, bon, je crois que je m'excuse auprès des auditeurs, il y a depuis 500 ans à démontrer que c'était du charlatanisme, c'était une dangereuse survivance. Oh, monsieur, faites attention à ce que vous dites. Faites très attention à ce que vous dites. Je ne vous ai pas interrompu, Il est terminé, monsieur Braille. Non, mais je crois qu'il ne faut pas donner un... Le charlatanisme est très très catégorique. C'est pas un combat, c'est une Et discussion. je suis donc, je vous simplement donner l'opinion d'un certain nombre de scientifiques. Il y a dans le monde environ 6000 astronomes, pas un seul, je dis bien pas un seul, ne croit à l'astrologie. Ah, c'est pas Alors, vrai. dites astrologie. Alors, donc, je crois que nous avons, je suis universitaire, je crois que nous avons un devoir d'éducation, et je crois qu'il faut s'élever précisément contre cette tentative qui est du charlatanisme. Alors, je n'irai pas aussi loin que le code pénal, qui prévoit des amendes et en cas de récidive, de la mise en prison des astrologues. Bon, je suis assez tolérant, laissons ces gens-là si ça les amuse de faire. Mais n'ayez pas jusqu'à les brûler, quoi. Mais ce qui est extrêmement grave, c'est d'en faire un métier et c'est de profiter de l'ignorance et de la croyance d'un certain nombre de gens. Alors je vous dis, ne vous laissez pas abuser. Bon, alors, l'attaque est très vive, je pense qu'il faudrait quand même que les astrologues qui sont là y répondent. Alors, Elisabeth Tessier. Oui, je ne peux que rire des affirmations absolument catégoriques. Et absolument, parce que je dois dire que ce côté bien pensant, je dois dire, j'en ai absolument l'habitude, mais cette conviction tranquille, je dois dire, je la lui envie. Je trouve extraordinaire qu'on puisse affirmer des choses pareilles. Est-ce que, monsieur Braille, vous vous êtes déjà fait faire votre propre thème? C'est une question toute simple. Écoutez, parce que je crois que... Non, mais répondez. Non, mais répondez, monsieur. Vous avez parlé de charlatanisme, répondez à ma question. Ah, mais si, mais écoutez, je suis désolée, vous avez parlé 2 fois de charlatanisme. Je crois que... C'est trop, se manger quand même. Je vous ai donc dit on que... lance pas abusivement des accusations gratuites. Moi, je ne dis pas que l'astronomie, c'est du charlatanisme. Alors, une question précise, est-ce que vous avez fait faire votre thème? C'est tout, il ne répond pas. Non. Bravo. Mais je voudrais que vous nous disiez d'abord ce qu'on appelle faire son thème. Ça ne Alors, rien. justement, je crois Alors, nous avons il serait temps de l'expliquer. Avis la chambre. faire son thème. Alors évidemment, je sais très bien les critiques depuis Colbert qui a mis au banc des accusations l'astrologie. Je sais très bien les critiques qu'on fait à l'astrologie. Monsieur, l'astrologie, c'est évidemment, il y a un grand problème, c'est qu'il y a des données scientifiques au départ et qu'après, mais que ces données sont critiquées par les astronomes, et qu'on arrive à l'homme. Mais tout cela repose sur une philosophie qui traduit des relations entre l'homme et l'univers. J'ai essayé de le dire tout à l'heure et je crois que vous n'avez pas écouté. D'autre part, qu'est-ce que c'est qu'un thème? Un thème, c'est tout simplement partant de certaines données très précises, en fonction d'un lieu et d'une donnée, d'une heure de naissance, l'étude d'un certain nombre de données de base qui permettent, par la tradition, comme l'a dit Jacques Heilbronn, et par des déductions qui rejoignent d'ailleurs, je dois le dire, la psychologie, car nous nous attaquons non pas à une science extérieure, mais à une science comme la vôtre qui traduit des phénomènes dans le ciel, mais nous retrouvons l'homme à travers un thème, justement, ce mot qui vous a fait sourire. Donc, par conséquent, nous atteignons l'humain, un peu comme la médecine, qui est une science humaine, qui évidemment est une science qui n'a... les données, si vous voulez, de base sont scientifiques, mais l'aboutissement est une science humaine, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'une science mathématique, encore qu'on puisse faire de la mathématique dans l'astrologie. Enfin, Elisabeth Tessier voulait dire quelque chose. Oui, écoutez, moi je crois que je préconise simplement pour M. Braille, pour l'éclairer, la méthode expérimentale. Je crois que c'est tout, on répond en une seule phrase. Je propose à M. Braille l'expérience suivante. Il donne ses propres coordonnées de naissance, son lieu et sa date exacte de naissance, à la minute précise possible, à 10 astrologues. Je le défie, si les 10 portraits donnés par les astrologues, Jacques Sadoul l'a fait, il a été convaincu, et ce n'est pas un esprit primaire ni débile, si les 10 portraits ne sont pas convergents,
Alors je vous donne rendez-vous et alors là, toute honte bue, je vais à Talosa. Oui. Voilà. André Breuil, vous ne pouvez pas refuser une telle proposition. Je pense que mon caractère intéresse peu les auditeurs, mais ce genre d'expérience a été fait des milliers de fois. Et par exemple, je voudrais citer un exemple, il y a des gens, des commerçants habiles, parce que je crois que les astrologues ce sont uniquement ça, ce sont des commerçants habiles qui ont utilisé l'ordinateur. Et bien, on a envoyé à ordinateur un certain nombre de la date de naissance, d'un certain nombre de criminels célèbres. Et on a reçu, comment dire, l'ordinateur a répondu. Et puis, tout simplement, ils se sont trompés complètement. Ah, mais monsieur, c'est tout à fait différent. Ce genre d'expérience a été fait des milliers de fois. Si ça vous a dit de la recommencer, vous pouvez la recommencer. Mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement frappant, c'est que les astrologues ont toujours été totalement incapables de donner une prédiction, comment dirais-je, qui ait quelque consistance. C'est toujours vague, c'est toujours extrêmement flou. Ça prête toujours à interprétation. Il n'y a rien de solide, il n'y a rien de sérieux. Et bon, on dit l'année prochaine il se passera quelque chose, on dit oh vous aurez des histoires sentimentales, puis il n'y en a pas. Vous aurez. Alors c'est tellement vague que ça ne veut rien dire. Et je crois qu'essentiellement, et Madame Lacheroy l'a fait ressortir, l'astrologie n'a rien à voir avec la science. Donc j'ai écouté. Monsieur, c'est une science humaine, c'est différent. C'est différent, vous avez attaqué tout à l'heure. Laissez terminer, monsieur. J'ai compris ce qu'elle disait, c'est typiquement un acte de foi. Eh bien, enfin, un acte de foi, que vous nous faites faire de plus? On écoute, vous y croyez, très bien, vous y croyez, point. C'est simplement un acte de foi. Non, c'est vrai, je voudrais écouter. C'est ça, je voudrais écouter Jacques Albrun. Alors, Elisabeth Tessier et ensuite Jacques Albrun. Monsieur a mélangé vraiment deux problèmes. Il a lancé deux attaques qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. La première étant, si j'ai bien compris, l'esprit, le mercantile des astrologues. Là, je vous dirais que c'est une attaque purement gratuite, tout à fait subjective, ça n'a absolument rien à voir. Et je vous dirais, je réponds encore une fois, si vous vous sentez plus fort qu'un prédécesseur illustre de votre profession qui était Newton, et à qui un rationaliste borné, monsieur Sir Halley, un anglais, objectait lui exposait, lorsqu'il lui exposa son étonnement quant aux pratiques et à la croyance en l'astrologie de cet illustre astronome Newton que vous connaissez, Newton lui aurait répondu, n'est-ce pas, la différence entre vous et moi, monsieur Halley, c'est que moi j'ai essayé et vous non. Alors essayez, monsieur Warwick, et vous verrez la différence, c'est tout. Jacques Albrun. C'est une science humaine, c'est-à-dire que c'est ni plus ni moins. Je voudrais dire pour que monsieur Albrun soit bien compris, qu'il est non seulement historien, mais mathématicien. Oui, alors justement, je crois qu'il y a une critique de l'astrologie à formuler incontestablement, et je ne serais ni je me sens un peu entre deux chaises. C'est-à-dire que finalement, l'historien constate de l'intérieur que l'astrologie constitue une tradition délabrée. C'est-à-dire c'est une tradition, sans parler de critique extérieure qui se ferait au nom d'un contrôle expérimental, etc. C'est une tradition, c'est un langage, c'est une langue dont la grammaire est perdue en partie, dont certains compartimentages ne sont plus liés les uns avec les autres. On a un peu l'impression d'une épave. Et justement, mon travail de mathématiques, d'entrée pour l'astrologie chez Segers, a consisté à utiliser l'instrument mathématique pour reconstituer les circuits, n'est-ce pas, pour remettre les différents compartiments les uns en rapport avec les autres. C'est pourquoi je pense qu'avant de se demander si l'astrologie, et finalement si la tradition astrologique puisque finalement elle a tout un passé, donne des résultats, il faudrait déjà s'assurer qu'elle nous est parvenue intacte, s'assurer que sa formulation, son assise théorique, sans parler de référence au niveau physique, au niveau expérimental, c'est que cette assise théorique, cette assise interne est valable. Or, je constate une crise, par exemple, la crise du pronostic, n'est-ce pas? Annie Lacheroy a constaté, ainsi qu'Elisabeth Tessier, ont mis l'accent sur le fait qu'aujourd'hui, la démarche astrologique passe d'abord par l'analyse du caractère, de la personnalité, plus que par l'analyse du destin, et que l'un débouche sur l'autre. Or, si on étudie l'attirail, l'arsenal des techniques prévisionnelles, on ne peut que constater une grande difficulté de maniement, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a un très grand nombre d'interrelations à considérer. Moi-même, j'ai pratiqué l'astrologie, je me suis lancé plusieurs années dans ce travail. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas critiquer l'astrologie sans l'avoir connue et sans avoir fréquenté d'autres astrologues.
eh bien, il y a une complexité dans le maniement des techniques prévisionnelles, il faudrait les étudier systématiquement, on n'a pas le temps, qui fait que lorsque l'astrologue veut veut formuler son pronostic, il n'est pas possible que ce soit un pronostic uniquement issu du matériel dont il se sert. Bon, il y a une espèce de saut. Mais Jacques, le matériel est quand même un matériel humain, donc tu pars quand même d'une personnalité, tu ne fais pas d'une science mathématique, tu t'adresses à quelqu'un d'humain, comme quand tu soignes un individu. Tu as peut-être appris un diagnostic dans un livre, mais tu soignes quelqu'un qui existe et qui est en face de toi, qui est un être individuel et qui a son tempérament propre, ses réactions propres. Tu ne fais pas une abstraction. L'astrologie n'est pas une abstraction. Bon, après cette bataille d'experts, j'aimerais quand même écouter Régis de Dutheil. synthèse qui est à la fois un physicien, un agrégé de physique, un médecin, docteur en médecine et un professeur de faculté de médecine. À ce niveau, comme on dit, Régis Dutheil compensé. Oui, alors Lucien, je voudrais un peu clarifier la situation. Comme l'a très Si vous y arrivez, bravo. mon collègue astronome, n'est-ce pas, l'action du cosmos sur la biosphère d'une planète est évidente. Il a parlé de l'action du Soleil, de la Lune, mais il y a des actions plus subtiles. Et je vous propose l'exemple suivant, et je crois que vous ne le démentirez pas. Vous savez qu'on ignore encore l'origine des rayons cosmiques. Mais on suppose... Non. On peut supposer en particulier, n'est-ce pas, qu'une partie se produit lors de l'explosion d'une supernova. Or, supposer par Attention, exemple... Régis Dutheil, ne vous laissez pas aller à des détails trop techniques. Une supernova, pas. c'est une étoile dont les processus nucléaires s'emballent et qui, en quelque sorte, pour simplifier, se transforme en bombe à hydrogène, n'est-ce pas, et se met à rayonner comme toute une galaxie dans certains cas. Or, supposez qu'une telle supernova apparaisse, par exemple, dans une galaxie située à 2 ou 3 millions d'années-lumière. Naturellement, il y aura production de rayonnement ultra dur qui, après des cascades, arrivera sur la Terre. Imaginez qu'un tel rayonnement, par un malheureux hasard, touche la cellule d'un être humain. Cette cellule est dégradée et cet homme fait un cancer et meurt. Donc un événement qui s'est produit 2 millions d'années avant a provoqué la mort d'un homme par cancer. Vous voyez, c'est déjà extrêmement subtil. Mais je crois que les astrologues ne pensent pas qu'il y ait une action physique des astres sur le destin des êtres humains. Ils pensent plutôt qu'il s'agit d'un système symbolique d'information concernant la destinée. Et ça, je serais assez tenté de croire qu'on pourrait essayer de le vérifier. Ce n'est pas une hypothèse absurde. Bon, alors écoutez, il nous reste très précisément 2 minutes. Je crois que André Braic voudrait dire un mot et ensuite Elisabeth Tessier. De toute façon, nous reviendrons sur ce problème. Nous avons posé certaines fondations et nous essaierons de construire plus tard. Merci pour Alors, votre Elisabeth galanterie. Tessier. Merci pour votre galanterie qui compense un petit peu votre fanatisme. Je voudrais simplement répondre un petit peu tardivement à l'argument que vous avez donné tout à l'heure concernant l'ordinateur, les expériences par ordinateur. C'est très important parce que les auditeurs qui nous écoutent peuvent très bien prendre cela pour de l'argent comptant et infirmer ainsi, annuler complètement l'idée de l'influence astrale dans leur esprit. Bon, je voudrais dire que les expériences qui ont été faites sur ordinateur ont été faites, si vous voulez, sans respecter les règles du jeu de l'astrologie. C'est-à-dire, sans vouloir m'étendre, je sais que nous sommes pressés, je l'explique longuement dans mon livre « Ne voulez pas la sorcière ». Michel Gauquelin a fait des expériences, effectivement, qui ont été relatées dans Science et Vie et qui ont servi de base, disons, à tous les détracteurs de l'astrologie. Or, il se trouve, je répète, que ces expériences n'ont pas respecté les règles du jeu, c'est-à-dire qu'elles ont, l'ordinateur, si vous voulez, analyse des composantes d'un thème et ne fait pas de synthèse. Or, c'est la synthèse qui est importante, c'est comme si on exposait, si vous voulez, tous les osselets d'un squelette sans remonter le squelette. À vous de faire la synthèse, et comme il y a des contradictions dans un être humain, tout le monde le sait, vous-même, si vous venez d'en faire la preuve,
Je crois que il y a donc là un élément qui est très important. Alors André Breuil, très brièvement. Oui, je n'ai pas le temps de répondre à tout ce qui a été Oui, bien sûr. Très brièvement, mais Alors, ne vous inquiétez pas. très brièvement, Ce n'était qu'une première. Madame Tessier, un aussi grand succès que Newton, qui... Ah oui, monsieur, vous êtes astronome. Elisabeth Mais Tessier. je voudrais simplement dire, à nouveau, m'élever contre, comment dirais-je, cette... Charlatanisme. Je ne sais pas d'interrompre madame. Je voudrais m'élever contre un certain nombre de journaux, de stations de radio et de télévision qui parlent beaucoup de l'astrologie. Les uns c'est l'astrologie, les autres voient des soucoupes volantes, les autres portent des clés à distance. Tout cela, depuis de nombreuses années, nous l'avons vu, ne tient absolument pas debout. Eh bien, simplement, je peux vous dire, à l'époque où les unions de consommateurs ont, comment dirais-je, une grande influence, vérifiez la qualité du produit qu'on vous livre, que vous livrez des astrologues, faites preuve d'esprit critique. C'est la seule chose que je peux vous Je suis dire. sûr que vous avez une résidence planétaire pour Bon, alors je crois que si nous vous laissions la parole, nous irions encore très loin. Oui, Lucien Barnier. On a écrit Clé pour l'astrologie chez Segers, et Elisabeth Tessier ne brûlait pas la sorcière, monsieur, ne brûlait pas l'astrologie chez Jean-Jacques Fauvert. Presse universitaire de France. Bien. Maintenant, juste un instant, je vous signale que les histoires extraordinaires vont prendre quelques vacances. Lucien Barnier, en effet, pendant le Tour de France, le journal de 19h comme celui de 13h vont parcourir la France. Ils quittent Paris et ils vont donc vous faire connaître certaines villes et certaines régions de France. Donc nous nous retrouverons après le 22 juillet à peu près, et nous nous retrouverons peut-être d'ailleurs avec de nouveau une émission sur l'astrologie. Ah oui, oui, non, nous allons faire au moins deux autres émissions sur l'astrologie. Encore une fois, nous avons... Et nous essaierons d'avoir la date de naissance de monsieur, vous ferez son thème, et nous le lui proposerons. Merci. Il est 19h18. Histoire extraordinaire. Une émission de Lucien Barnier et François Bonnemain. Notre deuxième émission consacrée à l'astrologie. Les mêmes participants que la dernière fois, M. Jacques Albrun, le président fondateur du mouvement astrologique universitaire, Mme Elisabeth Tessier, astrologue, Mme Annie Lacheroy, astrologue, Régis Dutheil, mais malheureusement manque M. André Breuil, qui n'a pas cru devoir participer à cette émission. Mais comme nous avions attaché beaucoup d'importance à l'apport qu'il nous avait fait lors de la précédente émission, nous allons placer cet entretien d'aujourd'hui sous le signe de sa déclaration. Vous avez entendu un tas de mots dont les définitions, je suis persuadé, ne paraissent pas extrêmement claires pour les auditeurs. Alors d'abord, on a parlé d'astrologie. Qu'est-ce que c'est? Alors si on veut se mettre d'accord sur le mot, je crois qu'on pourrait le définir comme l'influence que pourraient avoir les astres sur la vie humaine. L'influence que pourraient avoir les astres sur la vie humaine, elle est évidente. Il y a un astre grâce auquel nous sommes là, c'est le Soleil. Le Soleil a un rayonnement, comment dirais-je, qui nous arrive chaque jour, qui nous permet de vivre, il est la cause de la vie, il est la cause de nos sources d'énergie, du charbon, et en plus, il se passe sur le Soleil en forme d'orage solaire, assez souvent, orage qui perturbe les communications radio, orage qui influe fortement sur la météorologie. Je vous signale que nous avons créé une agence pour utiliser l'énergie solaire. Absolument. Donc je veux dire, l'influence des astres sur la vie humaine est importante, il y a le Soleil. Un autre corps a une moindre influence sur la vie humaine, il s'agit de la Lune, qui, par ses marées bien connues, a une certaine influence. Alors maintenant, si on définit l'astrologie, il y a des vieilles lunes qui durent depuis à peu près 3000 ans, où les gens prétendent prédire l'avenir d'un individu particulier en fonction de sa date de naissance. Ça, vous n'y croyez pas? Alors ça, écoutez, bon, je crois que je m'excuse auprès des auditeurs, il y a depuis 500 ans à démontrer que c'était du charlatanisme, c'était une dangereuse survivance. Monsieur, faites attention à ce que vous dites. Je ne vous ai pas Très attention à ce que vous dites. Je ne vous ai pas interrompu, c'est important. Il est terminé, M. Breuil. Non, je crois qu'il ne faut pas donner un Alors, charlatanisme est très catégorique. c'est pas un combat, c'est une discussion. je suis donc, je veux simplement donner l'opinion d'un certain nombre de scientifiques. Il y a dans le monde environ 6000 astronomes, pas un seul, je dis bien pas un seul, ne croit à l'astrologie. Alors, si l'astrologie, donc, je crois que nous avons, je suis universitaire, je crois que nous avons un devoir d'éducation,
Et je crois qu'il faut s'élever précisément contre cette tentative qui est du charlatanisme. Alors je n'irai pas aussi loin que le code pénal qui prévoit des amendes et en cas de récidive, de la mise en prison des astrologues. Bon, je suis assez tolérant, laissons ces gens-là si ça les amuse de faire. Mais il n'y a pas jusqu'à les brûler, quoi. Mais ce qui est extrêmement grave, c'est d'en faire un métier et c'est de profiter de l'ignorance et de la croyance d'un certain nombre de gens. Alors je vous dis, ne vous laissez pas abuser. Merci, M. André Breuil. Alors, je voudrais vous demander, M. Anne-Braun, vous qui êtes à la fois universitaire, historien de l'astrologie, quelle est la place de l'astrologie dans les cultures qui ont été essentiellement des cultures dynamiques, des cultures créatrices? Écoutez, justement, moi j'ai terminé une thèse de doctorat sur les rapports entre l'astrologie et le judaïsme, et il est certain que c'est un sujet qui nous amène depuis Babylone jusqu'à Auschwitz, et c'est un problème controversé. Moi je veux parler du sujet que je connais. Par exemple, les juifs voient d'un assez mauvais œil les relations qui pourraient exister entre l'astrologie et leur religion. On a beau leur répéter qu'au Moyen-Âge, à l'époque antique, dans la Bible, il y a des traces extrêmement évidentes. Il y a une sorte de, je ne veux pas dire une reconstruction de l'histoire au sens salinien du terme, mais on réécrit l'histoire juive en faisant disparaître au maximum toutes les traces qui pourraient être compromettantes. Et par conséquent, on veut minimiser le rôle que joue l'astrologie pour une religion aussi. Alors que vous pensez que l'astrologie joue un rôle dynamique, excitant dans les cultures? Je ne voudrais pas. C'est une thèse extrêmement ancienne. C'est une thèse extrêmement ancienne, mais qui au niveau universitaire n'est pas si facilement admise. Il faut savoir à qui l'on parle, n'est-ce pas? Dire qu'il y a une relation entre l'astrologie et le judaïsme, entre ésotéristes, hermétistes, etc., ils vont dire que c'est une évidence. Mais écrire une thèse universitaire sur ce point, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça qu'il y a deux registres différents. Il y a un certain nombre de preuves qui ne sont pas vraiment des preuves, il y a certains indices qui ne sont pas vraiment des indices. Et je vous attends, mais alors qu'en pensez-vous, vous personnellement? Moi, j'ai essayé de re-soutenir le dossier des relations entre l'astrologie et le judaïsme à un niveau universitaire, en apportant un maximum d'éléments, qui ne sont pas uniquement des présomptions, des pressentiments. Et ma conviction, en tant qu'historien, que je vais soutenir prochainement dans l'ordre de ma soutenance de thèse, c'est que l'astrologie peut être considérée d'une certaine manière comme la substance même de la pensée juive, et que cette substance finalement a été évacuée progressivement parce que c'est une substance qui est mal intégrable, qui est mal assimilable par les cultures, non même pas, enfin le rationalisme actuel et le rationalisme ancien, etc. C'est-à-dire que ce processus d'érosion dont on voit l'aboutissement aujourd'hui, c'est un processus extrêmement lent, n'est-ce pas? C'est-à-dire que toute la substance astrologique s'est vue évacuée petit à petit, pour qu'il ne reste plus que quelques indices, et il faut être un véritable Sherlock Holmes pour les retrouver. Mais moi je pense qu'il n'y a pas que dans la tradition juive qu'on retrouve des éléments astrologiques. Enfin, tu as axé, Jacques, les recherches dans un domaine que tu connais particulièrement. Mais je pense que toute la période du Moyen-Âge, tous les textes anciens qui ont été retrouvés par les Arabes notamment en Espagne, où il y a eu une civilisation et où il y a eu des recherches qui ont été faites par l'alchimie et par l'astrologie, c'est la même chose, c'est un chapitre si tu veux, c'est un chapitre, mais je pense qu'il y a eu une civilisation colombienne aussi. Et puis on retrouve l'astrologie chez les hindous, on retrouve l'astrologie exactement dans les civilisations. Est-ce qu'on connaît une civilisation alors qu'il y a plus? Il n'y a pas de civilisation. En fait, je pense, M. Barnier, qu'à l'origine du monde, le monde était en harmonie avec le cosmos et avec les humains. Et toutes les grandes fêtes rituelles étaient fondées sur des fêtes religieuses et étaient fondées sur des fêtes qui correspondaient aux solstices et aux équinoxes. D'ailleurs, la chrétienté n'a fait que reprendre ces grandes fêtes. Noël, c'est le solstice, c'est les équinoxes et c'est les solstices, Pâques, etc. Tout le grand rythme du soleil est fondé et est en relation avec l'astrologie et la religion. Elisabeth Tessier. Oui, je voulais dire quelque chose pour répondre au problème aux interférences entre le judaïsme et l'astrologie, au fondement de l'astrologie dans le judaïsme. Raymond Abellio, qui a fait la préface de mon livre, nous disait que lorsqu'on prend, disons, appui sur des interdits dans la Bible concernant les prédictions des astrologues et des voyants, etc.,
En fait, lorsqu'on retourne aux sources de la Bible, c'est-à-dire aux premières versions, à la première version originale et originelle, à ce moment-là, on s'aperçoit que ça ne concernait que les voyants et non pas les astrologues, justement. Oui. Donc là, il y a une nuance à faire et on a mis le même terme, on a mis tout ça dans le même Si vous sac. voulez, après, je vous parlerai de Je pense que c'est un peu technique, mais Parlons de la Le problème est important parce qu'il y a plein de gens qui sont donc dans le christianisme, ont été héritiers du judaïsme, On est héritiers du judaïsme, et il y a beaucoup de gens très religieux pour qui c'est un frein dans leur croyance, dans leur adhésion à l'astrologie, il y a ce frein qui consiste à penser que... Alors que toutes les grandes fêtes religieuses chrétiennes suivent un rythme astrologique puisqu'elles sont fondées sur les anciennes fêtes païennes qui suivaient, elles, le rythme du soleil dans son cycle annuel. Et je voulais tout de même vous demander si vous connaissez une culture, une civilisation qui n'a eu aucun rapport avec l'astrologie. Est-ce que cela existe? Les Esquimaux, probablement les Esquimaux, parce qu'ils ne peuvent pas en faire. Le vrai problème, ça n'est pas de se demander. Non, mais c'est scientifique comme réponse. C'est parce qu'ils ne peuvent pas au niveau des cercles Je polaires. vous reconnais l'expression. Pour répondre à votre question, je crois que la véritable question qu'il faut poser, ça n'est pas de savoir si il est une... Ça, c'est pas gentil, ça. Moi, je pense que c'est une... Non, mais je vais la repréciser. Ah, la oui. repréciser. Je le réponds de façon ironique. Ce n'est pas de savoir s'il y a une civilisation qui n'est pas marquée par l'astrologie, Qui n'a pas eu d'astre. mais en revanche, la véritable question, c'est de savoir quelles sont les civilisations qui sont les plus proches de l'astrologie, c'est-à-dire qui sont le plus proches de la source astrologique. Les civilisations qui ont reçu l'astrologie plus tard, une sorte d'exportation, n'est-ce pas? Un des grands problèmes historiques au niveau de l'astrologie, c'est de savoir où est le berceau de l'astrologie. Chaldée, C'est ça. Parce que la question de l'expansion de l'astrologie, c'est une question qui est admise. c'était forcément une civilisation de bergers qui avait le temps de regarder le ciel. Absolument. Non? Regardez l'histoire des mages dans... Vous avez là deux conceptions d'histoire de l'astrologie qui sont très Ils vont différentes. voir l'étoile. Vous avez une conception qui voudrait que l'astrologie ait été fondée par des observateurs, par des bergers qui auraient collationné les textes et les Les gens observations. qui ont précédé M. Brahic sous la calotte des C'est ça. Et puis vous avez une autre conception. Vous avez- Heureusement, les pères de la Et puis vous avez une autre conception qui est une conception traditionnelle, mythologique, où il y a d'abord un savoir qui est donné, et que par exemple, si on prend le cas de la mythologie grecque, pour prendre un exemple très simple, vous avez la mythologie grecque avec son panthéon, avec ses dieux, et puis vous avez la projection de cette mythologie sur le ciel, n'est-ce pas? Et par conséquent, il ne s'agit pas simplement de déchiffrer directement le ciel et d'y voir je ne sais quelle Au départ, constellation. mythes et sciences étaient mélangés, c'était différent. Exactement, il y avait des prêtres profanes et des Vous avez le temple... Les prêtres chaldéens étaient à la fois des astronomes et des astrologues, et ils regardaient le ciel pour fixer les dates des fêtes, parce que c'était le seul repère. Et je pense qu'il y avait un lien beaucoup plus le cas important des entre Grecs qui n'ouvraient les Olympiades que lorsque... Ah oui, mais ça c'était après, c'est bien plus tard. il y avait un lien plus important justement entre ce qui représente l'harmonie du monde et l'harmonie de l'homme, lien qu'actuellement, je crois, des scientifiques sont en train d'essayer de retrouver, car il y a un livre qui est paru qui s'appelle La Nouvelle Science de Princeton, qui a été la Nouvelle Gnose de Princeton, qui a été d'ailleurs commenté par Fourastier dans un article dans l'Express, et ce journaliste explique qu'on recherche une nouvelle synthèse du monde, parce qu'on a tout découpé par Il y tranches. a aussi... C'est une erreur profonde. L'astrologie, c'est un globalisme. Je crois C'est pas qu'il du y a tout des aussi petits l'apport détails. très important de Lial Watson qui est vraiment remarquable, aussi bien avec Oui, je le cite dans mon l'histoire naturelle du Bien sûr, surnaturel que l'histoire extraordinaire. naturelle de la vie éternelle. Moi, je Oui, crois oui. qu'on a là déjà. Et puis, il y a aussi l'apport de l'UNESCO, ce numéro spécial de la revue Impact sur les parasciences, qui était préfacé par Kessler, qui est très intéressant. Oui. Alors, si vous voulez maintenant, venons-en à l'aspect peut-être un peu plus contemporain et pratique. Vous êtes toutes les deux astrologues. Comment devient-on astrologue? Alors, Ah mon Dieu, on devient astrologue d'abord parce que je crois on a un fond d'intérêt pour les problèmes humains et on s'intéresse, on se pose soi-même des questions. C'est un peu une vocation, mais une vocation dont on n'a pas encore très bien défini la façon dont elle se déroulera. Et puis on devient astrologue, comme toute vocation. Et puis un jour, on rencontre des gens, dans un thème, on trouve ça, il y a un fond de personnalité, et puis après, il y a les circonstances qui font qu'à un moment donné, il y a un clic qui peut être aussi bien la rencontre d'une personne qui vous marque,
que la rencontre d'un livre, qu'un contact avec que même des événements personnels, vécus intensément, qui vous font réfléchir et qui vous font aller plus loin dans la recherche. C'est votre explication, madame Tessier? Oui et non, c'est-à-dire un jour avec un thème, vous partez du principe, Annie, que on se trouve tout à coup comme ça en possession de ce savoir, Ah non, il y a une recherche, il y a des études, non mais je veux dire comment pourquoi les fait-on ces études? Je crois que c'était ça le sens de la question de Lucien Barnier. Eh bien, moi au départ, si vous voulez, ça a été on pourrait expliquer ça par le hasard, mais je ne crois pas au hasard, sinon je ne serais pas astrologue. Effectivement, la Genèse peut être et est au départ un intérêt très vif pour la psyché de l'homme. Et si vous voulez, moi ce qui m'a toujours fasciné, parce que j'ai à la fois l'esprit, je crois, d'analyse et puis un besoin d'aller dans les choses inconnues. Je ne suis pas la seule dans ce cas, sinon je ne serais pas aujourd'hui. Je crois qu'au départ, j'ai eu envie de classer les gens. On éprouve souvent ce besoin de trouver des espèces de classifications parmi nous autres hommes. Et je crois que j'aurais aussi bien pu devenir psychanalyste. J'ai d'ailleurs failli le devenir. Et un peu la même graphologue, oui. J'ai commencé mes études de médecine, j'ai laissé tomber. Et en fait, aussi loin que je me souvienne, j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie dès l'âge de 15 ans, parce que pour moi c'était une caractérologie fascinante, et qui était beaucoup plus riche, si vous voulez, que par exemple la caractérologie de Leusel ou celle de Jung, elle est beaucoup plus riche. Quand vous vous trompez dans un thème, dans vos prévisions de ce que sera... Mais de toute façon, là, je ne sais pas Ne me dites pas que vous vous trompez jamais. Je ne sais pas ce que répondra à Elisabeth, mais vous savez, l'astrologie, je vais dire ça très vite pour lui laisser ensuite la parole. L'astrologie, il y a donc une base psychologique. Mais il y a des prévisions, ce sont des symboles. Or, un symbole nécessite une interprétation qui est multivalente. C'est-à-dire que vous n'avez pas un symbole, par exemple le symbole du verbe aimer, peut jouer sur une rencontre amoureuse, mais peut jouer sur une rencontre musicale, avec la musique, peut jouer sur une rencontre artistique, peut jouer tout simplement, si la personne est très introvertie, sur l'acquisition d'un petit animal familier qui va transformer sa vie parce qu'elle aura un petit chat et que... Elle aura tout polarisé sur le champ. Elle aura tout polarisé sur le champ, et en fait ça peut être, et puis dans un autre thème qui est très extraverti, ça va être la rencontre d'un grand amour, quelque chose qui va bouleverser sa vie, ou ça peut être la naissance d'un enfant. On ne peut pas se tromper sur deux choses qui sont fondamentales, c'est-à-dire à savoir le caractère de l'individu et la période où il se passera quelque chose qui jouera différemment suivant des éléments et des facteurs qui font que notre thème dépend aussi des thèmes qui sont autour de nous, et que là, par exemple, aujourd'hui, M. Brahi n'est pas là, bon ben évidemment, il n'appartient pas à la discussion. Si vous voulez, nous dépendons du monde, mais notre thème à nous est intégré dans l'univers, et nous faisons face à des gens et aux circonstances qui vont se présenter. Elisabeth Tessier. Oui, eh bien écoutez, moi je pense que la question, le problème de la prévision est effectivement, si vous voulez, c'est la pierre d'achoppement de l'astrologie, c'est ce sur quoi on attaque toujours les astrologues, et effectivement c'est le point le plus fragile de l'astrologie, dans ce sens que je serais à la fois plus humble et plus catégorique et plus prétentieuse, si vous voulez, non, que vous, Annie, parce que je pense que effectivement on peut absolument déterminer d'après un thème, et alors avec une précision totale, les moments, les périodes, les jours même quelquefois où il va se passer quelque chose. Ce quelque chose, comme vous disiez très bien Annie, est tout à fait, comment dire, ce sera un événement qui sera une synthèse, une espèce de manifestation, non, ce sera une manifestation d'un aspect planétaire défini. Cet aspect planétaire, comme vous le disiez, est effectivement interprétable de plusieurs manières différentes, parce que chaque facteur est polyvalent au point de vue signification. Donc il y a des combinaisons astronomiques, je dis pas ça pour faire plaisir à M. Brahic, astronomiques en ce qui concerne les symbolismes, les synthèses d'interprétation qu'on peut faire sur un même aspect planétaire. Alors donc c'est là où la prévision, si vous voulez, la prévision sur un plan extrêmement matériel et pragmatique peut être en défaut. C'est-à-dire on peut dire tel jour, le 20 mai, va se passer quelque chose dans votre vie sentimentale, ou qui vous touchera vous dans votre ego, ou qui vous touchera vos enfants, ou qui touchera votre santé, etc. Mais on ne peut pas dire vous allez tomber dans l'escalier, ou des trucs comme ça. Par contre, rétroactivement, lorsque quelque chose de marquant vous est arrivé, ça m'arrive tous les jours de faire des vérifications de ce genre, parce que ça me passionne, et que je me sens toujours un amateur en astrologie, d'ailleurs je ne pratique pas professionnellement. Eh bien, lorsqu'on fait une vérification après terme, après coup, on s'aperçoit toujours, et on peut toujours l'interpréter. Et ce n'est pas une manifestation d'un esprit, disons, de partialité, parce que j'essaie de regarder les choses telles qu'elles sont et en face, mais on trouve toujours une explication
tout à fait probante de ce qui s'est passé. Et d'une façon extrêmement précise. Mais ce qui est Je voudrais demander maintenant je voulais dire un mot. à Régis Dutheil, il est physicien, médecin, que pensez-vous de notre discussion? Oui, alors Lucien, je voudrais me poser une question. Pourquoi l'astrologie choque-t-elle tellement des rationalistes comme M. Braque, alors que moi, qui suis médecin, physicien, cela ne me choque pas? Eh bien, Je préfère votre thème, monsieur. oui, mais D'abord, voyez-vous, je pense que les rationalistes, n'est-ce pas, se réclament de Descartes. Or, combien ont lu le discours de la méthode? On se rendrait compte, et on se rend compte, en le relisant, que Descartes est vraiment un révolutionnaire et que les rationalistes l'ont annexé d'une façon abusive. Surtout, ils ne le pratiquent pas comme il le demandait. Exactement. Alors, je crois que, si vous voulez, ce qui s'est produit depuis cette annexion, n'est-ce pas, de Descartes par les rationalistes au cours de l'histoire, c'est que de plus en plus, on s'est intéressé dans la science occidentale au système fermé, replié sur eux-mêmes. Exemple en thermodynamique, le second principe de la thermodynamique, on considère des systèmes fermés. Or, la réalité, ce sont des systèmes ouverts, où il faut considérer que chaque particule, chaque individu est en liaison avec la totalité du cosmos. C'est une nouvelle forme de pensée totalement différente de la pensée rationaliste, et c'est pour cette raison, je crois, que l'astrologie choque tellement les rationalistes. Et alors, je crois que la science actuelle est vraiment un monde de systèmes fermés. Nous pouvons en trouver de nombreux exemples. Par exemple, la physique des particules élémentaires, j'en ai parlé déjà, j'y reviens. C'est une physique qui devient absolument aberrante. On est au-delà de 250 particules, n'est-ce pas? Et on n'en voit pas la fin. Donc c'est le type même du système fermé, du système de pensée fermé. La biologie moléculaire, on croit avoir trouvé que l'information se trouve dans la molécule d'ADN, mais cela ne nous apprend pas comment se constitue par exemple l'individu, n'est-ce pas? Alors je pense qu'il faut élaborer une nouvelle connaissance des systèmes ouverts qui tiennent compte du fait que l'univers est une globalité et que toute cellule, tout individu en est une partie, mais en liaison avec la totalité de l'univers. Les sciences deviennent de plus en plus verticales au lieu d'être de faire des liens avec Monsieur Alpron. Oui, l'horoscope, en quelque sorte, c'est une sorte de cellule isolée d'autres cellules qui peuvent être en interrelation, etc. Et on n'a pas véritablement, en regardant l'astrologie actuelle, ni l'idée de rythme, ni l'idée de globalité. Alors, vous voulez répondre Très brièvement, moi je pense justement que ce qui est important, d'abord, tout à l'heure, je réponds à Elisabeth dans un entretien astrologique au cours d'une consultation, c'est qu'on voit comment les événements se sont déjà déroulés à partir de cycles et d'événements qui ont déjà concerné le passé, c'est-à-dire que moi, personnellement, quand je fais une consultation, je demande toujours si, oui, telle et telle chose se sont déjà produites, de façon à pouvoir prévoir du moins, comment les choses se dérouleront ensuite. Et d'autre part, je réponds à Jacques que justement toute l'astrologie est fondée sur des rythmes et sur des cycles qui se renouvellent dans l'univers. Le cycle du Soleil, le cycle de la Lune autour du Soleil et le cycle des grandes planètes, 28 ans pour Saturne et 12 ans pour Jupiter. Elisabeth Tessier. Oui, je voudrais simplement dire que, pour vous répondre, monsieur Albron, que, contrairement à ce que vous pensez, un thème n'est pas du tout une chose statique, mais que bien au contraire, c'est une chose dynamique. Il y a un rythme évolutif, il y a un rythme dans un thème qui peut se dégager justement en fonction des cycles planétaires, et là, vous pouvez, de plus en plus l'astrologie scientifique se préoccupe de trouver, si vous voulez, les changements qui peuvent s'opérer sur une personnalité au fur et à mesure qu'elle évolue. Je vous remercie. C'était notre deuxième émission à propos de l'astrologie. Vous nous écrivez, vous nous posez des questions, et si vos questions l'exigent, nous consacrerons une nouvelle émission et nous inviterons naturellement tous les participants de la première émission.